merci d'être là. Avant de vous parler du contenu du livre, on voulait vous parler du pourquoi du livre. Et se poser la question, pourquoi un énième livre sur le management? Il existe un certain nombre de références sur le sujet. Et nous, on s'est posé la question avant de l'écrire. Et on s'est dit, en gros, il y avait deux raisons pour lesquelles ça pouvait être intéressant d'écrire un livre sur le management. Le premier, c'est que on est saturé d'un certain nombre d'injonctions. Et alors, vous avez peut-être entendu ces injonctions, mais des injonctions qui nous disent que il faut être bienveillant, qu'il faut être empathique. Quand on est un manager, c'est bien d'avoir une posture de leader, mais c'est bien aussi d'avoir une posture de coach. Et puis quand même, un collaborateur, lorsqu'il est au travail, ça serait bien qu'on s'occupe de son bonheur, de son bien-être. Et puis même dans les entreprises, vous avez peut-être déjà entendu parler, on a créé même des postes, des gens qui sont responsables en chef du bonheur des collaborateurs. Et ces injonctions, elles posent une difficulté, c'est que elles renvoient très souvent à la responsabilité individuelle des personnes de se développer. Et d'une certaine manière, le développement de l'entreprise repose sur ce bien-être attendu des personnes. Et ça nous pose une question, c'est quel est le sujet dont on s'occupe? Est-ce qu'on parle du bien-être des personnes? Est-ce qu'on parle du travail? Et est-ce qu'on cherche à accompagner les managers, à les outiller dans une sorte de confusion entre ce qui est compétences, qualité humaine et valeur? La deuxième raison, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles sur le management, notamment grâce à Internet, et on en profite nous aussi, puisque bien sûr on passe beaucoup de temps à essayer d'apprendre des choses sur le management, y compris sur Internet. Et dans le champ du management, il y a toutes sortes de ressources qui sont des sortes d'approches qui parfois nous paraissent être une sorte de vide sidéral, parce que on est un peu perdu dans l'espace, on ne sait pas exactement sur quoi ça repose. On a aussi un certain nombre d'affirmations qui sont parfois arbitraires, et surtout on ne sait pas sur quel cadre théorique ça repose. Et ça pose la question de est-ce que pour aider une entreprise à faire face à des solutions et aider le management, est-ce qu'on peut plutôt s'appuyer sur le domaine scientifique ou plutôt se reposer sur des pseudosciences? Et donc ça pose le problème aussi, sur quoi on fait reposer l'expertise du management pour pouvoir adresser ces questions-là. Et finalement, ces deux questions-là nous ont paru être une bonne raison d'écrire ce bouquin et d'une certaine manière de faire œuvre utile, puisque par nos expériences en tant que collaborateur dans les entreprises, en tant que manager, en tant que consultant en management et puis aussi en tant qu'entrepreneur, on s'est dit qu'on avait essayé et on continue d'essayer de développer une expertise qui va reposer sur un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu que les sujets qu'on aborde dans notre livre sont des sujets drôlement sérieux, hein, management, organisation, performance, plaisir. Donc, il nous semble important de prendre au sérieux ces sujets-là. Alors, il y a une particularité de notre époque. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Il y a une particularité de notre époque, vous avez certainement perçu, c'est que on a vu fleurir un certain nombre d'auteurs et de penseurs qu'on pourrait appeler les auteurs selfie. L'auteur selfie, c'est quelqu'un qui va proposer des solutions sur la base de son expérience. J'allais dire de sa petite expérience, uniquement. Bon, la vérité, c'est ma vérité, le référent, c'est moi, et ça nous paraît dangereux. Alors, on peut le voir, en général, les auteurs selfie, parce que dans les livres qu'ils publient, il n'y a pas de bibliographie. Alors, je pense qu'on peut montrer qu'on n'a jamais rien créé d'intelligent ni d'utile sans faire référence à d'autres. C'est des géants comme Mozart, Pasteur ou Einstein, ils se sont appuyés sur des épaules d'autres géants pour avoir de la créativité, pour imaginer, pour produire ce qu'ils ont fait. Alors, des petits auteurs comme nous, ça nous semble indispensable qu'on puisse s'appuyer sur des références solides, quitte à les expérimenter, à en discuter, à
à découvrir d'autres, c'est jamais fermé, pour plusieurs raisons. La première, c'est par respect pour ceux avec qui on travaille, ou ceux pour qui on travaille, quand on fait du conseil, comme nous, pour éviter de tomber dans des pièges, du vide sidéral ou des attracteurs gravitationnels dont on a parlé. Hein. Donc, alors, justement, ça nous renvoie vers une question qu'on voulait partager avec vous. C'est qu'au fond, aujourd'hui, pour faire naître, on va le voir un peu après, des solutions qui tiennent la route sur ces sujets importants, des fois graves, quelles sont les références sur lesquelles on peut s'appuyer pour trouver des solutions. On voulait vous proposer de participer et de sorte à ce que ce soit pas qu'une conférence et que ce soit aussi un échange. Et puisque le sujet du management a priori vous intéressait, vous proposez de participer avec un nuage de mots à essayer de nous dire ce qui, d'après vous, permet d'identifier là où il y a de l'expertise en management, sur quoi cette expertise en management repose. Et on trouve que c'est intéressant de se poser la question, à la fois quand on intervient pour accompagner et développer les compétences managériales dans une organisation, mais aussi quand on est dans l'organisation et qu'on doit faire appel à des consultants, à de la prestation, à de la formation, pour pouvoir répondre à des problématiques sur lesquelles on espère que le management pourra peut-être trouver des solutions. Donc si ça vous dit de participer, on vous propose de scanner le QR code. Vous pouvez le faire avec votre téléphone portable. Alors il y a une double question, hein, enfin, qui se réduit en une seule, vous allez répondre à une seule. Mais au fond, aujourd'hui, à votre avis, sur quoi repose l'expertise des DRH, des consultants, des organisations, des managers, pour trouver des solutions à ces sujets quand même complexes, hein? Vous pouvez également liker les propositions des autres personnes si vous voyez des choses intéressantes. Il n'y a pas d'objectif, le but c'est d'avoir une photo collective. Quelqu'un a écrit les méthodes éprouvées et j'aime bien l'association des deux mots. À la fois il y a de la méthode et puis il y a la notion de preuve qui fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur la démarche scientifique. Est-ce que on est une communauté de chercheurs, de spécialistes qui essayent de trouver un consensus dans les méthodes, ou est-ce qu'on est dans l'autodéclaration de sa propre expérience ou de sa propre communauté qu'on crée autour d'une démarche peut-être un peu arbitraire et pas forcément scientifique. Merci en tout cas pour ces inspirations. L'idée, on va pas le détailler, mais l'idée c'était de faire un partage de certaines inspirations. Il y a des auteurs qui sont classiques. Bon, c'est pas forcément les meilleurs auteurs, il y en a plein d'autres. Voilà. Simplement, c'est ce qui nous a inspiré. Du coup, vous retrouverez dans le livre, si vous êtes intéressé, ces inspirations quelque part. Bien sûr, alors, on ne va pas vous détailler s'il y a des choses qui vous intéressent, on pourrait échanger. On n'est pas des experts de tous ces spécialistes. Ce qu'on peut dire, je pense, d'abord, c'est qu'il y a des approches techniques dans lesquelles on trouve des solutions solides. Moi, je viens d'un monde où, effectivement, on s'inspire beaucoup de ces approches techniques. Mais si on n'a pas des garde-fous sur la partie humaine, c'est bien ces valeurs techniques, ça fait bouger les aiguilles, mais ça dure pas longtemps et on peut même faire du mal. Au contraire, tout ce qu'on va trouver dans les écoles de relations humaines, dans la psychologie, c'est très intéressant. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des champs passionnants qui sont ouverts là-dedans. Mais seul, franchement, ça fait pas bouger beaucoup les aiguilles, hein. Donc, on a besoin de combiner les deux. Et c'est ça qu'on a trouvé intéressant avec Benjamin. Une fois de plus, pourquoi tel auteur ou tel autre, voilà. Mais on a la chance d'avoir quelques Français ici, notamment. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de femmes, hein, mais bon, on sait pourquoi. Hein, c'est pas qu'elles sont pas présentes, c'est parce qu'on leur a pas laissé la parole, mais ça arrive, hein, on se rassure. Par contre, voilà, vous avez des gens comme Edgar Morin qui ont réfléchi à la complexité, et ma foi, à une organisation humaine, s'il y a quelque chose de complexe, c'est bien cela. Vous avez des gens comme Christophe Dejour, hein, qui, au CNAM, à Paris, aujourd'hui,
forment beaucoup de psychologues du travail et qui ont permis de mieux comprendre l'origine du plaisir et de la souffrance, etc. Vous avez des auteurs sur l'approche systémique. Je crois que tout à l'heure, on en parlait, c'est des choses qui vous sont certainement pas inconnues, etc. Voilà. Et puis, alors c'est vrai, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup. Je dirais que dans cette approche-là, la notion d'agilité, c'est même presque passé de mode le mot agile aujourd'hui. Donc, mais derrière, au niveau managérial, il y a des choses intéressantes. Donc c'est intéressant de s'inspirer de l'agilité parce que ça donne des solutions dans notre contexte actuel. Et puis il y a des gens qui ont travaillé sur tout ce qui est amélioration continue, quelque chose qui nous touche beaucoup. La capacité, on va en voir un exemple dans les illustrations qu'on va montrer tout à l'heure, des choses qui donnent, voilà, qui ouvrent aussi des portes. Voilà, c'était juste l'idée de vous montrer ces inspirations. Avec à l'intérieur, peut-être juste pour compléter, un certain nombre d'outils qu'on peut rencontrer qui ne sont pas nécessairement issus de ces écoles ou de ces approches, mais une fois de plus, c'est une sorte de garde-fou, de repère. Le sujet étant sérieux, de se dire qu'on ne va pas essayer de s'improviser avec une lecture uniquement personnelle, sensible, psychologique, et essayer d'avoir ces approches comme soutien pour pouvoir faire émerger un ensemble de solutions. Du coup, pour faire émerger des idées, des solutions, des méthodes, comment on peut s'y prendre? Alors si on écoute un peu les géants dont on a parlé tout à l'heure, modestement, ils nous disent, la plupart nous disent que pour trouver des solutions, il faut comprendre ce qu'est le travail. Vaste sujet, vous me direz. Il y a plusieurs réponses, mais je vais vous donner deux éléments qui nous ont touchés. Les psychologues disent, c'est intéressant au niveau du plaisir au travail, que le travail, c'est quand même une activité socialement utile. Donc, il y a quelque chose à y trouver, en dehors du salaire. Et puis, je crois que c'est les expériences, les études d'ergonomie qui ont vraiment mis en évidence quelque chose que je veux partager avec vous. C'est que le travail n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez remarqué. Alors, pourquoi c'est pas un long fleuve tranquille? C'est que travailler, c'est forcément rencontrer des obstacles. Le monde est ainsi fait, on pourrait réfléchir pourquoi il y a des obstacles dans la vie et dans le travail, mais tout le monde fait l'expérience de rencontrer des difficultés. Ce que justement les mêmes psychologues appellent, d'un joli mot, la résistance du réel. La réalité me résiste. Alors, il y a au moins 4 natures de résistance dans le travail que vous connaissez tous. La résistance de la matière. Je veux déplacer un objet et c'est trop lourd pour moi. Il me résiste. Je veux utiliser un logiciel, il est en panne ou il fonctionne pas comme je voudrais. Deuxième forme de résistance, deuxième source de résistance, c'est les autres. Je ne m'entends pas avec une personne ou je ne suis pas d'accord avec elle. Ou j'attends une information pour faire mon job et cette information ne vient pas. Je voudrais de l'aide pour me sortir d'une difficulté face à des clients et pour X raisons, l'aide de mes collègues ne vient pas. Troisième source de résistance, c'est moi. Je peux être fatigué. Aujourd'hui, je suis fatigué pour travailler. Enfin, je dis ça va aujourd'hui, mais je peux être fatigué dans mon travail et du coup, j'ai plus de difficultés à le réussir. Je peux aussi ne pas être compétent pour résoudre un problème que je dois surmonter si je veux bien faire mon boulot. Et puis, dernière forme de résistance qu'on connaît bien, qui a été bien étudiée, c'est lié à l'organisation du travail. J'ai une belle procédure, un bel mode opératoire, par exemple pour l'installation d'un logiciel, c'est un régal ça. Le titre c'est souvent installation facile. J'exécute bien scrupuleusement le mode opératoire et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a des aléas et que par définition les aléas ne sont pas prévisibles. Donc j'ai suivi ma même procédure, malheureusement ça n'a pas marché ou je ne peux pas la réaliser. Il y a des études qui ont été poussées dans ce domaine-là, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine du médical, où on voit comment les personnes en fait contournent certaines règles pour bien faire leur travail. Il y en a peut-être qui le contournent pour mal le faire, mais c'est quand même très rare. Donc, ces obstacles, ce qui est intéressant, sont à l'origine de notre sujet. Et quand on a compris cela,
on voit qu'effectivement le travail reste une rencontre avec cette difficulté. Et si je veux bien faire mon travail, je dois trouver des solutions pour surmonter les difficultés. Hein, et on en a tous des exemples. Alors de deux choses l'une, soit je suis face à un obstacle et j'arrive pas à le surmonter. J'ai pas d'aide, j'y arrive pas, c'est compliqué. Et du coup, le travail va se transformer, ne sera pas efficace. Je vais pas réussir à livrer le service, le produit que je dois proposer. Et l'autre partie, c'est que si je reste face à un obstacle et que je ne reçois pas de reconnaissance vis-à-vis des efforts que je produis pour essayer de les surmonter, eh bien, on va tomber dans une situation pénible et le travail peut devenir souffrance. Le burn-out étant l'ultime extrême de ce point-là. Je suis devant un obstacle que je ne peux pas franchir et j'ai pas de solution. Ça devient insupportable. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que j'arrive à surmonter, individuellement ou collectivement, cet obstacle. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, le travail devient efficace. Je suis capable d'aller vers l'objectif et de réussir la mission ou l'activité, la fonction qu'on m'a confiée. Mais aussi, le travail va générer du plaisir. Alors, plaisir de réussir, plaisir d'être utile, plaisir de faire l'expérience de la coopération, de la solidarité, de la confiance. Puis plaisir, c'est plus psychologique, mais plaisir du développement de l'estime de soi. Je suis capable de faire, donc je vais m'attribuer un certain nombre de valeurs individuelles. Et ça, c'est formidable. C'est quelque chose qui nous motive énormément. Donc, on voit que les obstacles dont j'ai parlé, qui décrivent un peu la réalité du travail, sont à la source de la souffrance, du plaisir et de l'efficacité. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a proposé des approches, des méthodes qui cherchent des solutions par rapport à cette logique-là. Vous voyez, ça tombe pas du ciel. Alors, il y a 4 axes que vous retrouverez dans le livre si ça vous intéresse pour développer ces solutions. On le verra dans les jauges tout à l'heure. C'est qu'au fond, premier axe, comment adapter l'organisation du travail aux personnes et pas le contraire. Ça, c'est quand même une source de souffrance assez forte. Deuxièmement, comment développer au niveau individuel on pourrait appeler l'intelligence pratique. Si je veux m'en sortir parce que je suis en train d'installer un ordinateur et que ça marche pas et que j'ai une conférence à faire, je vais être devant un obstacle difficile. Par contre, si on m'a aidé à développer mes capacités à comprendre, à réagir, à analyser, etc., je vais sans doute pouvoir surmonter. Troisième axe, la coopération. J'aime bien le terme aussi des psychologues, on n'est jamais autonome seul. Ça veut dire qu'au fond, si je suis face à des difficultés et que je sais vers qui je me tourne, si je sais que je peux avoir du soutien, formidable, je vais peut-être pouvoir être plus résilient face à des difficultés, et puis j'aurai dans un certain nombre de cas des solutions qui me seront offertes. Voilà. Et puis dernier point, le cœur du thème, comment, on va dire, aider les managers dans notre monde de brut. Non, je veux dire dans le monde difficile que l'on vit. Voilà, pour harmoniser tout ça. Et donc, en se reconcentrant sur le sujet qui est la réalisation du travail pour qu'on puisse à la fois concilier le plaisir au travail, sans forcément parler de bonheur ou de bien-être absolu, mais prendre du plaisir à travailler et de pouvoir en même temps être performant, on s'est dit que parmi les différents outils, la palette d'outils qui pouvaient exister, ça peut être intéressant de les regrouper sous forme de constellations pour faciliter le lecteur, en l'occurrence, par rapport à l'ouvrage, en fonction de son profil, en fonction de son besoin, de la situation qu'il rencontre, et notamment au travers d'un sujet qui est l'amélioration continue, dans laquelle on a sélectionné les outils qui peuvent aider le manager et donc l'organisation autour du sujet de... Alors bien sûr, on ne va pas les regarder en détail, puisqu'on vous a fait une sélection de 3 outils avec des retours d'expérience, une sorte de mise en application chez le client. Mais en tout cas, déjà, on voulait au moins vous présenter les 6 constellations. Donc, la deuxième, c'est celle du change, de tout ce qui est autour de la conduite du changement. Alors, en français, on a conduite, accompagnement. En tout cas, c'est ce sujet de comment aborder le changement. La notion de faire passer le collaborateur en premier, collaborateur first, on vous illustrera dans quelques instants. Mettre
peut-être pas le client en premier, puisque le collaborateur, on lui a laissé cette place privilégiée, mais en tout cas le mettre au centre des préoccupations et surtout mettre en dynamique l'ensemble des protagonistes, des parties prenantes dans une entreprise autour du client. Bien sûr, l'intelligence collective et le management agile qu'on a évoqué brièvement. Et on a voilà, fait une sorte de sélection, le livre étant une boîte à outils, donc on a une approche plutôt pragmatique, en se disant, quand je fais face à une situation, est-ce que je peux, à la lecture du livre, déjà être en réflexion, avoir quelques pistes de solutions et mettre en œuvre une méthode, une approche de façon relativement efficace et pour le coup relativement autonome. Premier sujet, qui est un sujet assez classique dans les entreprises, c'est la campagne d'entretien annuel. Ça pose un certain nombre de difficultés. Est-ce que vous avez pu identifier les difficultés qu'on rencontre à l'occasion des entretiens annuels, avant qu'on parle de celles que nous, on a pu identifier? Des désaccords potentiels. Des désaccords potentiels? C'est juste. Entre managers et collaborateurs? Peut-être des écarts de perception? Sans doute. Entre autres. D'où parfois une certaine anxiété des managers ou des collaborateurs à participer à cet entretien. Hein, les deux mêmes. Hein. Oui. Une préparation un peu plus poussée. Bien sûr, en tout cas, c'est vrai que ça peut poser cette complexité-là, de devoir l'aborder avec peut-être un peu de tension. Est-ce que vous avez identifié, est-ce que vous avez envie de partager avec nous ce que vous imaginez, ouais? Des objectifs parfois qui sont devenus obsolètes au bout d'un moment. Ouais. Oui, il y a eu la vraie vie qui s'est passée avec sa résistance, absolument. Il y a une culture d'entreprise aussi, tout son passé, qui fait qu'il y a un mode de management qui est pyramidal, fortement ancré, et en fait, on a une relation limite un peu militaire, c'est l'adjudant et puis les soldats en dessous. Et finalement, la parole n'est pas si libérée que ça. Oui, exactement. Dans certaines sociétés, c'est un peu comme ça. Et pour pouvoir libérer sa parole, ça pose probablement la question de la confiance. Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et on attend plutôt de moi une certaine réponse ou pas? Et oui, en tout cas, ça peut être sanctionné de façon assez brutale lors de l'entretien annuel. Ça pose aussi une autre complexité technique. Hein. On sait bien que pour la RH, c'est super important d'avoir un document, un formulaire qui soit rempli pour pouvoir compiler l'ensemble des compétences à développer, des souhaits d'évolution, de mobilité, etc. Pour le manager, comment je fais entre mon document, et parfois maintenant dématérialisé, donc je suis sur mon écran, ou est-ce que je suis en train de regarder mon collaborateur, comment je gère cette situation? Et puis bien sûr, il y a cette vague où parfois en un mois, je dois réaliser l'entretien de tous mes collaborateurs. Donc ça pose pas mal de difficultés. L'une des clés de solution qu'on avait envie de mettre en avant dans le livre, et ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu comment les outils sont abordés, dans la partie gauche, il y a ce cadran qui présente bien sûr le titre de l'outil. Sur la partie gauche, vous avez le pouvoir. Donc Olivier vous le disait à l'instant, nous on considère la planète entreprise avec ces 4 couches hein, dans ce système, puisqu'on a évoqué l'approche systémique tout à l'heure, donc l'organisation, le management, les relations collectives, et puis bien sûr l'individu, et sur quoi on va pouvoir agir essentiellement grâce à cet outil. Puisque tout se vaut pas forcément, on n'agit pas avec la même efficacité surtout. Et puis pour celui qui va mettre en place cet outil, qui va s'y essayer, qui a envie d'essayer quelque chose, est-ce que c'est plutôt facile, plutôt difficile? Est-ce que ça va plutôt être quelque chose qui va prendre dans le temps ou qui va avoir du mal à être pérenne? Et puis est-ce que c'est quelque chose que je fais tout seul, que je fais en duo ou que je fais en collectif? Ou bien sûr, est-ce que je peux le mettre en œuvre de façon rapide, ou ça va être plus sur un temps plus long. Donc, on a essayé de donner ces repères-là avant de se lancer, pour se dire, ok, bon, ça c'est compliqué, j'y vais pas, parce que là j'ai mes entretiens demain, ou là, celui-là, peut-être que je peux y aller, c'est peut-être à ma portée. Alors, vous reconnaissez peut-être pour certains la boucle de l'agilité. L'outil qu'on présente, c'est l'entretien agile, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans cette entreprise, mais pas que dans celle-là, bien entendu.
C'est l'idée, bien sûr, on croise son collaborateur tout le temps dans l'année, on l'aide dans le meilleur des cas, et on est en échange. C'est pas pour autant un rituel managérial qui permet, de façon itérative et incrémentale, de tisser un lien qui nous permette d'avoir confiance peut-être pour s'exprimer l'un et l'autre, donc c'est pouvoir dire et entendre des choses, et de structurer à la façon un petit peu d'un puzzle les échanges dans l'année, bien sûr en fonction de la nature des activités, en fonction du nombre de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise, dans son équipe, pardon, de pouvoir se dire que finalement l'entretien annuel, c'est une consolidation d'un exercice qu'on a pris l'habitude de faire pendant toute l'année, en se rencontrant, bon, là on le présente sous la forme de 4 pièces majeures, de dire que oui, pour veiller à ce que les objectifs ne déraillent pas complètement ou que tout soit pas transformé au bout d'un an et qu'on découvre pas et qu'on ait plein de choses à se dire et que l'entretien dure 3 heures, peut-être que en fait on ne fera que faire la somme des entretiens agiles qu'on aura pu réaliser pendant toute l'année. Alors là, ce sont les classiques. Et puis, bien sûr, on a des pièces maîtresses qu'on peut rajouter dans ce puzzle à n'importe quel moment et le faire de ce même principe, de façon ritualisée, où on aura le confort d'un entretien entre 4 murs pour pouvoir, bien sûr, valoriser, remettre au point, recadrer le cas échéant, prendre l'habitude, avant une formation, de recevoir le collaborateur, après une formation, de débriefer avec lui de ce qu'il a potentiellement appris, mais surtout, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en œuvre et de quoi il a besoin pour qu'il ait les conditions de réussite de ce qu'il a envie de mettre en place. Et puis, bien sûr, ce fameux entretien de délégation pour développer l'autonomie. Et l'idée, c'est que, à la fin de l'année, on arrive à la fin de la boucle, mais bien sûr, ça n'est que la fin d'un cycle. Et de pouvoir le mettre en place de façon structurée, c'est souvent un éveil, sans pour être autant un outil extraordinairement original, mais ça permet tout simplement aux managers de se dire, OK, je vais découper ma complexité de cet entretien qui peut être long, fastidieux et en décorrélation avec la réalité et aussi en déconnexion avec le collaborateur, bien sûr, au travers d'un temps de préparation en amont pour l'un et pour l'autre, mais aussi dans ce cercle vertueux. Cet outil-là, bien sûr, il n'est pas isolé, donc c'est une clé d'entrée sur ce sujet-là. Il y a des sujets connexes, donc sur la constellation du Collab First, on a un autre outil, donc une autre fiche outil, les forces universelles, le sweet spot, mais on peut continuer notre traversée dans l'espace et s'arrêter dans un autre champ de solutions et pas dans un autre champ de mine. C'est le management agile avec, bien sûr, les 3 casquettes du manager. On a pu en échanger avec l'un d'entre vous juste avant cette conférence. L'écart de la motivation qu'on vous évoquera tout à l'heure et puis aussi des challenges de réussite pour mettre en place une dynamique vertueuse à portée de main du collaborateur avec des étapes intermédiaires. Olivier, tu vas nous parler d'une DRH. Alors, autre sujet. Il s'agit rapidement d'une grosse mairie de région parisienne et la DRH souffre de quelque chose, j'ai la faiblesse de penser que ça doit exister ailleurs, un peu de manque de crédit, d'image de marque. Pourquoi ? Parce que les services qu'elle rend sont pas toujours super efficaces. Alors que beaucoup de services attendent beaucoup de la DRH. Donc une difficulté qui a été mise en avant est une mission qui va essayer d'aider la DRH, le directeur général, à remonter l'image de cette direction et puis en parallèle de travailler sur la performance. Bon, c'est peut-être pas le mot qu'on a utilisé, mais enfin, c'est l'idée en tout cas, l'efficacité. Alors, on va s'arrêter sur la notion de voyant rouge dans la boucle d'amélioration continue. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Benjamin. La question qu'on peut se poser par rapport à l'explication qu'on faisait tout à l'heure sur le travail, c'est qu'au fond, il y a des obstacles qui nous empêchent de bien faire le boulot. S'il n'y en avait pas, bon, peut-être que le travail serait monotone, mais en tout cas, ça serait plus simple. Et donc, le voyant rouge est un outil qui va s'appuyer sur ce principe pour permettre, je pense que c'est important, de permettre aux personnes de dire les problèmes qui les empêchent de bien faire leur travail. Voilà. Qu'est-ce qui existe dans les entreprises
de façon classique, courante, générale, qui permet aux personnes de dire les problèmes sans procès d'intention. Hein, d'accord. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, bah, moi je suis manager, ma porte est ouverte. » C'est pas forcément cela. Qu'est-ce qui existe? Bah, la réponse, c'est pas énormément de choses. Hein. Qu'est-ce qui existe? Voilà. Alors, c'est ça l'idée du voyant rouge. Tu peux basculer là-dessus. Alors, il y a toujours la petite fiche outil avec le cadran qui vous donne le pouvoir de l'outil, tel qu'on l'a estimé par l'expérience. Mais l'idée du voyant rouge, c'est de permettre à l'équipe très régulièrement, et pourquoi pas tous les jours, de se dire le soir ou le lendemain matin, est-ce qu'on a réussi notre journée de travail? Hein? Alors pourquoi on se pose cette question de la réussite? Ben, vous l'avez compris par rapport à ça, c'est que si on a réussi notre travail aujourd'hui, peut-être que personne ne va nous le dire. Hein, du coup, ça peut être une bonne façon de le mettre en avant. Là aussi, les psychologues nous rappellent, et les ergonomes aussi, que la réalité du travail souvent est invisible. Les efforts que je fais pour y arriver sont pas forcément visibles de mon chef, sont pas forcément visibles de mes clients. Par contre, quand j'y arrive pas, c'est très visible. Hein, ça, Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la journée de travail est réussie? Si c'est oui, eh bien, on va trouver une modalité, on l'a trouvé avec eux, de mettre en valeur le fait que la journée était réussie. Alors, on ne sort pas le champagne tous les soirs. Hein. Simplement, on va matérialiser cette réussite d'aujourd'hui parce que s'ils ont réussi leur journée, c'est pas par hasard, c'est qu'ils se sont donné du mal. Alors, quand on voit au cours des semaines X journées de réussite, eh ben, c'est valorisant, c'est encourageant. Qu'est-ce qui se passe si la journée n'est pas réussie? Ben, on a une opportunité. C'est pas grave. On va avoir l'opportunité d'identifier qu'est-ce qui nous a empêché de bien faire notre journée. Alors, l'idée du voyant rouge, hein, c'est d'arriver à révéler petit à petit les problèmes qui nous empêchent de bien faire notre job. Non pas de sauter sur les actions, comme diraient les services qualité, de mettre des actions correctives, non, surtout pas. C'est d'attendre que le voyant se mette à clignoter. Parce que si j'ai un problème un jour et qu'on l'a résolu, bon ben voilà, basta, c'est la vie, faut accepter. Par contre, si ça fait 5 fois que j'attends une information très importante du service X qui m'a pas rendu, ou si j'ai avec cette machine qui marche pas comme je voudrais, voilà, c'est la répétition ou la gravité des problématiques qui font clignoter le voyant et qui vont dire à l'équipe, et c'est ce qu'on va leur demander, quels sont les problèmes que vous voudriez traiter en priorité, dans la mesure où ils sont récurrents, où ils sont pénalisants. Donc, première étape, révéler les obstacles qui empêchent l'équipe de bien bosser. Deuxième temps, ensuite, alors on va rentrer peut-être dans d'autres outils, mais l'idée, c'est qu'une fois que l'équipe a cette possibilité de révéler les problèmes, on peut tourner la page, s'il te plaît, eh bien, on va faire appel à d'autres outils. Alors, rapidement, la carte de risque, c'est une sorte de cartographie des obstacles qu'il y a sur la route. Là, je sais qu'il y a une possibilité de chute de pierre. Là, j'ai des virages trop serrés, etc. Voilà, l'équipe. J'étais dans une entreprise il n'y a pas longtemps et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me citer les 3 problèmes majeurs qui reviennent le plus souvent? Alors, tout le monde m'en a cité, mais personne n'a cité les mêmes. Bon, d'où l'idée d'aider l'équipe à y voir clair et à pouvoir dire les problèmes qui reviennent. Il y a aussi des personnes qui ont un petit caillou sur la route et qui voient ça comme une montagne, puis d'autres qui passent à côté d'un ravin et qui ne le voient pas. Bon. Alors, on ne jette pas la pierre, simplement, l'idée, c'est de les aider à objectiver. Les forces universelles sont un outil, vous verrez, pour activer la motivation. La voix du client, c'est une technique qui permet, alors le mot client, il peut paraître barbare dans une mairie, encore que dans le monde public, ils sont de plus en plus à l'aise avec ces termes. On va dire la voix des bénéficiaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question, qui sont les bénéficiaires? Alors, vous voyez des services, des fois, où les petits yeux s'allument. Alors, en fait, pour qui on travaille et à qui je rends service? Ou pas assez? Bon, c'est déjà une question, oui, alors il y en a plein d'autres derrière. L'espace de communication, c'est basé sur une technique que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le management visuel. L'art, au sein d'une équipe, de voir ensemble, de décider ensemble, d'agir ensemble. Alors ça, c'est super motivant, ça a créé un collectif très fort. Et puis ce brief agile, c'est un peu le pendant de l'entretien.
C'est qu'au fond, on a des organisations comme c'était le cas dans cette mairie, avec une réunion par mois qui dure 2h30. Alors, bien sûr, la plupart des gens étaient intéressés sur 20 à 23 minutes de la réunion et tout le reste ne les concernait pas. Bon. Donc, on y va plus ou moins en reculant, c'est compliqué. Eh bien non, on va découper à nouveau la complexité, le principe agile, c'est-à-dire qu'on va proposer des réunions plus fréquentes, mais beaucoup plus courtes. Alors, c'est une expérience, parce que les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut être curieux, mais c'est une bonne approche. Alors, quand on met bout à bout ces différentes approches, on révèle les problèmes, on les traite à la main de l'équipe, on fait remonter d'autres problèmes, etc. Eh bien, je peux passer à la dernière. Sur cette mission, je voudrais vous montrer 2 cas concrets. Alors, c'est pas nous qui avons eu les résultats, c'est eux qui ont produit les résultats. On n'a rien produit du tout. Mais vous voyez que sur un indicateur dont on pourra parler, eh bien, vous avez l'année 2020 où on avait une sorte de taux de qualité de service. Et vous voyez qu'en 2022, ils ont réussi à super progresser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont éliminé un certain nombre d'obstacles qui venaient, bien sûr, au début, surtout des autres, mais au bout d'un moment, qui aussi pouvaient venir d'eux aussi. Voilà, on a travaillé sur les 2 aspects. Et puis, vous avez en parallèle un sondage qu'on a fait pour suivre, puisque c'était le deal du départ. C'est au fond, on a des questions auxquelles ils ont 4 réponses possibles sur différents critères. Et ils disent, moi je suis très insatisfait, pas satisfait, satisfait, très satisfait. Et on voit qu'au fond, voilà, il y a eu une migration de pas satisfait vers très satisfait. Enfin, c'est plus complexe que ça. Mais on voit que sur les 2, si on tend le micro aux agents qui ont participé, voilà ce qu'ils nous disent. Et puis si on regarde objectivement la qualité de service qu'ils sont capables de faire, on voit que ça a progressé. Le 3e outil qu'on voulait vous présenter sont les cartes de la motivation. C'est un sujet qui, en général, passionne beaucoup les organisations, les managers et les consultants formateurs. Évidemment, on vous a cité un certain nombre de sources et d'auteurs qui nous ont inspirés. Ce qui nous a paru intéressant, c'est d'identifier 10 cartes maîtresses qui sont des leviers de motivation. Alors, ils sont souvent, quand on les fait découvrir, notamment en formation, ils sont souvent exprimés de plein de manières différentes, et c'est pour ça que alors tout se vaut pas et les mots sont importants. C'est pour ça qu'on a essayé nous de les nommer de sorte à ce qu'on puisse retrouver à peu près ce qui peut à la fois bien sûr motiver et démotiver une personne dans une entreprise. Là, dans la partie haute, la partie bleu clair, on a 5 cartes qui sont du domaine ce qu'on appelle les facteurs internes. Et pour revenir sur la présentation du livre et du sujet, on est bien sur le sujet de plaisir et d'efficacité au travail. Et donc la question, c'est est-ce que ces champs, la motivation, ces leviers, ils concernent bien le travail lui-même? Est-ce qu'on est bien sur ce qu'on appelle des leviers intrinsèques, c'est-à-dire que quand on parle d'épanouissement, est-ce que c'est bien l'intérêt, le sens du travail, de ton travail, que tu as tous les jours à faire quelque chose? Bien sûr, on a donc 4 autres cartes, tout ce qui est autour de la reconnaissance, la valeur de ce qu'on produit et comment elle est valorisée aux yeux des autres, le sujet de la maîtrise, tout ce qui est autour des connaissances, compétences, autonomie, la notion de pouvoir, la capacité d'agir, mais aussi de parler, on l'a évoqué notamment à l'occasion des entretiens, et puis le champ de la coopération. Sur la partie basse, vous avez les facteurs extrinsèques, les facteurs externes, qui eux sont bien sûr, ils sont périphériques, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais il ne s'agit pas du travail lui-même. Pour le même travail, si mon travail c'était de dépanner un collègue qui est bloqué sur son ordinateur, quelles que soient les valeurs de l'entreprise, mon travail ne change pas. En revanche, bien sûr que je peux réagir plus ou moins bien aux différentes valeurs que l'entreprise incarne, ou annonce et respecte ou pas. Et donc, ça pourra agir, bien sûr, sur ma motivation ou ma démotivation. Bien sûr, le management, ma relation avec mon hiérarchique, mais même plus globalement, ma relation avec les autres managers, avec le système de management qu'il y a dans l'entreprise, mon statut, est-ce que mon titre est bien en corrélation avec ce que je crois faire dans l'entreprise et ma fonction, les conditions de travail, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour bien travailler? Est-ce que c'est sympa d'aller travailler? Est-ce que je suis à côté de la photocopieuse qui fait du bruit ou est-ce que je suis à côté du baby-foot qui fait du bruit?
Et puis, bien sûr, la rémunération. On n'est pas là dans la notion de rémunération psychologique, mais bien dans les sonnantes et trébuchantes. Bien sûr, pour un même travail, je peux être très mal payé ou très bien payé. Et donc, c'est ce qui nous a paru important de rappeler à l'occasion de ce jeu de cartes. C'est on a bien deux types de facteurs et on ne va pas les adresser de la même manière. Et d'ailleurs, ils agissent en général pas de la même manière sur la motivation et la démotivation. Et donc ça, ce sont des chercheurs qui ont pu identifier l'impact de ces facteurs internes qui jouent globalement beaucoup plus sur la motivation. Et les facteurs externes qui jouent globalement beaucoup plus sur la démotivation. L'exemple qui en général est parlant, c'est je suis augmenté. Ça va peut-être me donner un petit coup de boost, un petit coup de fouet, un gros coup de fouet, un gros coup de boost. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va agir sur ma motivation intrinsèque à faire le travail que je fais, à travailler avec les collègues et avec l'ensemble de l'organisation sur le long terme? C'est pas sûr. Et si j'ai des problèmes surtout à pouvoir bien réaliser mon travail avec la résistance du réel qu'Olivier vous expliquait tout à l'heure, et que je mets en œuvre plein de phénomènes de compensation pour pouvoir faire mon travail, cette hausse de rémunération n'est pas le levier de motivation. En revanche, il va effectivement me rendre peut-être moins démotivé parce que je me dis je fais peut-être moins tous ces efforts pour rien. On voulait vous illustrer le type de jeu qu'on fait en formation pour s'approprier bien sûr ces cartes-là, mais aussi pouvoir les mettre en application pour, une fois qu'on a identifié les facteurs de motivation et démotivation, ben, essayer d'agir et trouver des pistes de solutions sur ce champ-là. Je vais donc me mettre en mode pas diaporama pour pouvoir manipuler les cartes avec vous. Et ce qu'on voulait, c'était vous illustrer un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Typiquement, c'est une séquence de formation où on va proposer dans notre groupe de participants que l'un des participants soit un manager et que l'autre soit le collaborateur pour essayer déjà de prioriser de son point de vue, là à l'instant T, quels sont les facteurs de motivation qui sont importants pour nous. On va vous l'illustrer. Olivier, est-ce que tu veux faire le collaborateur ou tu veux faire le manager? Oui, le collaborateur, râleur, difficile. Bon, alors je vais faire le manager autoritaire. Olivier, est-ce que tu pourrais... je suis déjà très heureux de parler avec toi. C'est un entretien J'ai pas de beaucoup fin de d'année temps. ou à court? Alors, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'aimerais que tu fasses vite. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui est important pour toi, ce qui te motive? Dans quel ordre tu mettrais ces différents facteurs de motivation? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors moi, bah, c'est la rémunération. Ça, c'est vraiment le reste, je m'en fiche. Ça, c'est le plus important. Ensuite, c'est le pouvoir. J'aime le pouvoir. Pouvoir me venger un peu de chez moi. Voilà. Après, j'aime bien la coopération. J'avais pas remarqué. Le management, la relation avec ma hiérarchie, ça compte beaucoup à mes yeux. Et puis la notion de reconnaissance, puis de maîtrise. Voilà. Bon, l'épanouissement, ok. C'est pas ce que tu recherches spécialement au le travail. Les conditions de travail, peut-être après. Mon statut, je m'en fiche. Les valeurs, bof. Pas quelque chose qui me motive tellement. Voilà l'ordre aujourd'hui de préférence sur ces facteurs de motivation. Déjà, je te remercie de me faire confiance en me livrant l'ordre de ce qui est important pour toi, avec l'idée bien sûr qu'on va pouvoir agir, mais avant de pouvoir agir dessus, je vais te demander qu'est-ce qui, au cours des derniers mois, alors là on fait notre entretien annuel, alors cette dernière année, s'est amélioré ou en tout cas donne satisfaction et agit plutôt sur ta motivation. Je vais t'en demander de choisir trois. Trois et puis, facteurs qui ont agi sur ta motivation. Qui ont agi sur ma motivation au cours de l'année, qui se passe bien alors. Qui te donnent satisfaction. Et puis, à contrario, peut-être qu'il y en a trois autres qui ont agi sur ta démotivation. Ok. Alors moi, je mettrais le pouvoir. Pouvoir, ça c'est... Au cours de l'année, j'ai gagné un peu en responsabilité. Je trouve que c'est sympa. J'ai pas mal de reconnaissance. Hein, voilà, c'est vrai. Surtout de mes collègues. Et puis un troisième sur lequel je suis content, mon statut, voilà, il me va bien, pas de souci. Alors maintenant trois
facteurs qui agissent sur ta démotivation, qui ces derniers temps te donnent pas satisfaction? Bah, il y en a un, c'est simple, hein, c'est celui-là. Relation avec ma hiérarchie. Là, je peux le mettre bien bas. C'est une catastrophe. Ensuite, pas satisfaisant, mais les conditions de travail, là, c'est pénible. Et puis voilà. Pour le moment, c'est les deux qui me pénalisent le plus, deux sur lesquels je ne suis pas du tout content. Si on pouvait s'en occuper d'ailleurs, ça serait bien. Bah, c'est bien pour ça que je te propose qu'on en discute. Pour pouvoir peut-être essayer de faire en sorte que ce qui pose problème ne le pose plus. Ce qui est intéressant dans cette première photo, c'est que sans doute vous vous dites des choses. Vous n'avez pas assisté à l'année d'Olivier, à comment je l'ai managé. Néanmoins, vous pouvez déjà vous dire des choses par rapport à l'ordre et ce qu'il a actionné, en ce qui va et en ce qui ne va pas. Tenant d'ailleurs, qui ne parle pas forcément du premier, qui était très important pour lui. Donc on peut se dire que est-ce qu'il se dit que c'est vraiment important, mais est-ce qu'au quotidien, c'est ça qu'il regarde et dont il souffre ou qui l'anime, qui le dynamise le plus? Et puis, bien évidemment, dans ce qui pose problème, c'est déjà assez encourageant de dire que en présence du manager, le collaborateur peut lui dire « ça se passe pas bien avec mes hiérarchies ». Qu'il a une manière de tendre la main en disant « aide-moi ». Ah oui, il vaut mieux le savoir. Hein. Je sais qu'il y a certains managers qui nous ont dit en formation « Ah ouais, mais rémunération, management, nous, notre parti pris, c'est de le dire. Quoi. Hein. Il vaut mieux le savoir que de l'ignorer ou de faire fi de pas le savoir, parce qu'en général, on le sait autrement. Hein. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir exprimer. Alors, on ne va pas rentrer dans l'analyse, mais vous doutez qu'on peut faire pas mal de choses. Parce qu'il y a une combinaison entre l'ordre des cartes, celles qui sont satisfaisantes, celles qui ne le sont pas, et la couleur. Hein, parce que s'il y a un point qui est satisfaisant et qu'il est effectivement en bleu clair, facteur interne, ça veut dire que ça joue sérieusement sur sa motivation. Surtout s'il est quand même devant. Par exemple, celui-là, ça va jouer beaucoup sur ma motivation. Si par contre j'ai des conditions de travail qui se dégradent, ça serait en haut, bon, ça ne donnerait pas grand-chose. Mais là en bas, là, c'est sûr que c'est un boulet. Alors, il l'a mis ici, je l'ai mis ici pour le fun, hein, mais les conditions de travail, c'est rarement en bas, hein, c'est clair. Mais par contre, ça veut dire là, il y a quelque chose à faire, hein, parce que là, la personne, elle empathie, etc. Voilà. On va juste vous présenter justement l'étape d'après, avant de conclure. C'est de se dire que, une fois qu'on a fait ce diagnostic avec le collaborateur, on peut, en tout cas, c'est ce qu'on propose, je vais essayer de vous l'afficher, une sorte de plateau de jeu. Là, la question, par exemple, on peut piocher une question et qui nous dit comment développer l'intérêt et la réalisation dans le travail. Si un collaborateur nous dit lors de l'entretien qu'il perd de l'intérêt, etc., eh bien, on va déjà se poser la question en face de quel champ de la motivation on va chercher à agir. Bien sûr, c'est pas exhaustif, mais ça donne des inspirations pour le manager pour dire sur quoi je peux agir, surtout sur des facteurs intrinsèques, donc qui sont liés au travail lui-même du collaborateur. On va pouvoir, par exemple, essayer de créer des buts pour permettre aux personnes de marquer des buts. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en réussite le collaborateur avec des quick wins, de pouvoir peut-être découper des objectifs qui paraissent inatteignables et l'emmener sur le chemin de la réussite progressivement, et de poser des questions aussi, bien sûr, dans les critères de fixation d'objectifs, la faisabilité, faire réussir sur 2 horizons, sur des temps différents, la journée, le travail utile, le travail bien fait, et puis la carrière, plus loin, dans une dynamique d'évolution, enrichir le travail par l'amélioration continue, et puis développer le sweet spot, qui est à lui seul un outil extrêmement puissant, qui permet de mettre en regard les besoins en compétences d'une entreprise pour être performante, les compétences que le collaborateur a et qu'il a déjà développées ou qu'il est en cours de développement, et puis bien sûr ses centres d'intérêt, de façon très triviale, ses kiffs. Voilà ce qu'on voulait vous partager pour présenter le livre, notre sensibilité autour du sujet du travail et comment on peut à la fois, non pas que concilier bienveillance et exigence, mais surtout essayer pour le collaborateur, pour les managers, de concilier à la fois du plaisir
et de l'efficacité. Et merci d'être venu.